Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et avec moi, Guy Barrette. Oui, salut Mario, ça va bien? Oui, ça va bien. Un peu fatigué. Ah oui? Ah, écoute, je viens d'aménager dans une nouvelle maison, donc ce week-end, c'était le déménagement avec toutes les péripéties. Puis là, j'ai le plaisir d'avoir une maison avec plein de boîtes partout. Puis chercher pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, où est-ce qu'on a mis telle affaire? Et où la brosse à dents? Pour un moment donné abdiquer en disant, ben, coudonc, trouver une autre solution, puis 3 heures plus tard, tu dis, ah! Elle était là! Parce qu'on tombe toujours sur nos affaires. Aïe, aïe. Ce soir, avec nous, François Boucher et Alexandre Brisebois. Salut messieurs. Salut, salut. Salut. Bonsoir, messieurs. Donc, Des habitués. ben oui, vous Ouais. n'êtes pas votre premier podcast avec nous. Non. Non, je pense, moi je suis rendu à peut-être mon 3e, je pense. Ouais, à peu près, ouais. Donc là, on entend la voix d'Alexandre. François, Moi, c'est mon deuxième. ton deuxième. Puis, bon, là, vous connaissez la formule, hein, on commence toujours par la bio. D'ailleurs, François, tu dois la connaître très bien parce que la dernière fois, ton premier podcast, je m'étais étendu cette bio parce que je trouvais ça fort intéressant, toutes les choses que tu as faites dans ta vie. Étendu. Étendu, très étendu. J'en ai même coupé au montage. Comme je dis, la formule, c'est votre bio. François, MVP Azure. Oui. Deuxième, troisième année? Deuxième, au mois de juillet, Ouais. je devrais être renouvelé pour la troisième année. Employé chez Lixar. Exactement. Depuis combien d'années, là? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Puis, mais tu travailles beaucoup à distance, hein, parce que Oui, Lixar est basé à Ottawa, mais toi, tu travailles de chez toi à Montréal. C'est ça. À l'occasion, tu te déplaces, mais tu fais beaucoup. Donc, tu pourrais peut-être, on pourrait même à un moment donné peut-être discuter avec toi, puis peut-être avec d'autres personnes comment on est un travailleur remote ou Oh, ouais, c'est intéressant ça, les défis, là, pis tout ça. puis comment on s'y prend pour que ça Ouais. marche. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Puis Alexandre, un heureux père de famille, travaille chez Microsoft. Je travaille chez Microsoft. J'ai fini ma 2e année. Mm-hmm. On commence la 3e. Toujours sur Azure. Donc, j'aide les ventes chez Microsoft au niveau technologique. Puis, ça me permet de voir vraiment de tous les types de projets qui se développent, autant au niveau des gouvernements que des compagnies un peu partout dans l'Est du Canada. Puis comme François, toi aussi précédemment, tu étais MVP Azure. Ouais, j'ai fait 2 ans. Donc dans les premiers là. Après Guy. Peut-être, Ouais. je pense, un an et Un an demi. après, À peu près un an après. Moi, je suis la première vague, là, j'ai embarqué dans la première vague, là. Parce que toi, tu n'étais pas un nouvel MVP. Non, là, moi, t'es- j'étais à ASP.net, là, puis j'ai vu le T'as futur. même commencé, toi, à l'époque, avec... T'avais-tu commencé avec VB6? Je vais te mettre des cheveux gris. Moi, j'ai commencé, mon premier outil de développement, c'était VB3. VB3, tu vois, avec les... à l'époque, ça s'appelait même pas des ActiveX, ça s'appelait des VBX, les contrôles qu'on pluguait là-dedans. Hein. On est loin d'Azure, là. On est loin d'Azure en Ouais, tabarouette, tout à fait. mais c'était beaucoup de plaisir aussi. Donc, il y a une thématique ce soir, messieurs, outre le fait que je suis complètement éparpillé puis que j'ai du plaisir, mais la thématique, c'est, on a 2 MVP Azure, donc on va peut-être parler d'Azure. Est-ce que ça vous tente? Ah oui, donc. Comme si on n'avait pas convenu déjà du sujet. Mario, il y a une affaire que j'aime dans ce que tu as dit, c'est Azure a évolué beaucoup depuis qu'on patauge dans cet univers-là. Hein. Puis la question qu'on aborde ce soir est intéressante parce que en tant que développeur, au fur et à mesure que cette question-là puis ce domaine-là dans Azure se développe, on est amené à changer puis à évoluer beaucoup. Mm-hmm. Autant dans nos questionnements que dans nos architectures, nos approches. C'est pas juste un aspect, je dirais, drivé par Microsoft, mais par la communauté en entier, autant open source que tierces parties qui développent leur propre solution. C'est encore plus vrai maintenant que Microsoft a embrassé ça, le monde open source autant. Ouais. Donc ce soir, on va parler justement des données, du data. Puis on veut essayer d'expliquer un peu l'offre que Microsoft... Essayer de démêler, là, parce qu'il y a beaucoup de services là, qui sont offerts, mais on va commencer par en énumérer quelques-uns, puis de voir dans quel scénario ça fait du sens.
Puis, comme tu disais, on va avoir un focus forcément sur les développeurs parce que si on remonte il y a très longtemps avant même qu'Azure apparaisse ou que l'info nuagique apparaisse, on va retourner on a souvent vu la fameuse équation programme égale code plus data, donc du code et des données. Donc du code plus des données, ça fait des programmes. En tout cas, initialement, c'est comme ça qu'on apprenait à programmer beaucoup. Puis on disait, bon, on va faire des algorithmes et tout. Donc, la réalité qu'on a besoin de stocker l'information, de la persister, que ce soit... c'est inhérent à notre travail de développeur. Puis maintenant qu'on programme pour le cloud, on se pose la question, où on va stocker nos données? Puis là, mais il y a plus juste une seule offre. Il y a longtemps, pour beaucoup de gens, stocker des données, c'était je les mets dans une base générationnelle, puis c'était juste ça, puis c'est plus tout à fait la réalité. Mais c'est encore la réalité pour plusieurs développeurs, pour plusieurs systèmes. C'est le premier réflexe. Mm-hmm. C'est un premier réflexe. De prendre le modèle relationnel parce que c'est avec ça qu'on a été habitué énormément. C'est soit relationnel dans la base de données que tout le monde connaît, ou par fichier avec le SharePoint et tout ça. Oui. Moi, j'ai l'impression que ça a été amené beaucoup par le marketing, par les grosses firmes de base de données dans le temps. On formait le monde, comme tu dis, de cette façon-là. Mais quand on arrive vers le cloud, ça, de ce côté-là, c'est pas ça qui change énormément parce que je peux encore prendre ma base de données MariaDB, je peux prendre MySQL, je peux prendre Oracle, je peux prendre SQL Database, je peux prendre Postgres. Je peux tout amener ça sur le cloud, mettre ça sur une machine virtuelle, puis je continue pareil comme si j'étais chez nous. Mm-hmm. Mais là, vu qu'on focus sur le cloud, il y a d'autres sortes de questions à se poser. On a vraiment beaucoup plus d'options, puis c'est là que les choses commencent à devenir vraiment compliquées. Ouais, souvent, les gens se posaient même pas la question. Vous avez fait un petit diagramme pour essayer de classer, puis il y a une des premières questions que vous dites qu'on devrait se poser, c'est est-ce que tu veux stocker de l'information structurée ou non structurée? Ben, ça commence souvent comme ça, effectivement. Il y a 1 million de questions, mais une qui est très déterminante. En tout cas, je trouve. Parce que c'est sûr que tout ce qui est relationnel, ça tombe dans le bucket structuré. Puis j'ai vu souvent des systèmes où les gens utilisaient des systèmes de relationnel pour essayer de stocker de l'information non structurée avec tous les défis que ils prenaient pas le bon outil. Donc si t'as pas besoin de... Mario, je te donne un exemple là-dessus. On a quand on va au restaurant, on paye tout pour notre souper, ou en fait j'espère. Mm-hmm. On a une facture. La facture, c'est-tu une donnée relationnelle? Ça dépend, je pourrais plus prendre une photo de ma facture ou je pourrais juste la digitaliser d'une quelconque façon puis pas... Parce que si je veux juste considérer la facture comme étant dans son ensemble puis le détail me préoccupe pas, je peux le voir comme étant une information non structurée. C'est vrai. Mais ça reste quand même que l'information qui est à l'intérieur de ta photo, elle est structurée d'une certaine façon pour en faire du sens. Mm-hmm. Puis j'irai plus loin. Selon la personne ou l'angle que tu regardes, la même donnée sera pas structurée de la même façon. Pour moi, en tant que consommateur, ça va être probablement le nom du restaurant puis le total. Ouais. Pour le restaurant, au contraire, c'est tout le détail pour avoir son inventaire puis les totaux puis peut-être qui est servi puis donc là il y a encore plus il va y avoir d'autres trucs. Donc dépendant qui est l'utilisateur, en tout cas donc ce qui me vient à me dire c'est ta donnée, comment tu la vois puis qu'est-ce que tu veux faire avec. Ça va beaucoup influencer ton modèle de données que tu vas sélectionner. Tout à fait. Fait que tu t'amènes à quelque chose de super. Ma facture, est-ce que c'est une donnée relationnelle ou c'est un document? Mm-hmm. Souvent, on va dire, c'est une donnée relationnelle, je vais le découper en 3-4 tables pour être capable de faire ma facture, des line items, puis je vais faire un résultat ou je vais faire un summary. Mais en réalité, une facture, c'est un document. Ouais. Parce qu'une facture, c'est pas supposé de changer dans le temps. Même si le prix des produits que moi j'ai achetés change dans le temps, il devrait pas changer sur ma facture. Fait que là, on a fait déjà un bout de chemin dans notre pensée. Parce qu'on a dit, on a une donnée qui est structurée. On a une donnée qui est plus documentielle que relationnelle. Donc déjà là, on commence à raffiner comment notre approche. On s'entend. Si moi j'avais décidé que mon besoin c'était juste d'archiver mes factures pour être capable peut-être de les visualiser,
imaginons que le cas d'espèce, c'est, je veux juste archiver ça parce que si jamais quelqu'un me redemanderait de façon fortuite c'était quoi que s'était passé, peut-être juste une photo, puis à ce moment-là, ça serait vraiment non structuré, ce serait plus comme une donnée brute que je veux juste mettre, puis une photo de ma facture ça pourrait être bien correct pour ce que je veux faire. Oui. Peut-être que ça serait pas le modèle le plus économique, faudrait voir, là, mais ça pourrait être aussi une façon de garder l'information. Mais j'aime ça que tu ouvres cette porte-là, parce que l'économie, c'est en fait super important quand on pense au cloud. Puis en tant que développeur, quand on est dans notre sous-sol ou en entreprise, on a été gâtés dans les années. Souvent, on se disait, du stockage, ça coûte pas cher, on va en brancher plus, puis ça va bien aller. Mm-hmm. Quand on tourne vers le cloud, là, on paye à la consommation. Donc là, il faut être intelligent dans nos choix parce que nos choix impactent grandement le coût final de la solution. Est-ce que je vais manger dans les marges de mon entreprise pour le service offert? Ou est-ce que je vais les agrandir, ces marges-là, pour nous permettre d'avoir plus de budget d'innovation, par exemple? Fait que ça part à des choix aussi simples que je prends-tu une photo ou je garde un petit document JSON que je peux compresser? Mm-hmm. Lequel qui est valable dans mon scénario? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose que je peux présenter en cours ou quelque chose sur lequel je peux faire de la recherche puis de l'analyse plus tard? Puis on pourrait peut-être avoir un scénario où on veut tout ça, tous ces options-là. Donc on voudrait garder la photo dans un système de stockage binaire. On voudrait stocker le document, un document non relationnel, puis on voudrait aussi briser tout ça pour stocker ça dans une base de données relationnelle pour faire du querying, par exemple. Si on prenait cette option-là, ces différentes options-là, puis on essayait de mettre un service Azure en arrière de tout ça. Ben oui. On commence par... Partons. La photo, la fameuse photo. Oui. Donc, partons des données non structurées. Donc, un exemple classique, c'est la fameuse photo, là, qui est un type de données non structurées. Là, présentement, la place qui serait la plus économique et la plus stable, ça serait donc le Azure Storage. Dans Azure Storage, il y a différents, je cherche le mot en français, feature. Il y a différentes catégories, tiers, merci. Celui qui nous intéresserait pour la photo, ça serait le blob. Blob étant un agglomérat. Donc, avec ça, on pourrait mettre beaucoup de photos, puis ça donne qu'en plus, c'est pas très dispendieux. Là, on parle de 3 sous par mois pour un gig de données. Donc, mettons, si j'ai plusieurs photos qui totalisent un gig, ça va coûter 3 sous par mois. C'est ça. Après ça, il y a une question de transaction, là. Mais mettons qu'on simplifie. Puis là, on donne le prix aujourd'hui en 2017, puis en 2020, on s'entend, les prix vont changer même pas en 2020. Oui, j'avais pris des notes là de quelques prix. Puis j'ai pris les prix en dollars canadiens dans le data center de l'Est du Canada. Mm-hmm. Pour essayer de faire quelque chose là il faut le dire parce que ça change tout le temps. Oui, c'est un bon point, ça. Fait il y a pas un data center qui a le même prix. Fait que souvent, ça peut nous aider en regardant les différents services. On va se poser des questions. Puis ça, c'est important au niveau du data. Où est-ce que je veux mettre mon data? Parce que maintenant, j'ai le choix. Est-ce que je veux être absolument au Canada? Est-ce que je veux être quelque part? T'ouvres une autre porte. On pourra peut-être y revenir par la suite, là. Oui, tout à fait. Mais juste pour finir cette petite parenthèse-là, le coût, il est toujours présent dans nos choix. Ouais. Peu importe le service. Puis j'ai des services qui coûtent moins cher dans d'autres places. Fait que des fois, je vais faire le choix que une certaine partie de mon data puis de mon analyse, je vais la faire ailleurs pour des coûts ou des raisons financières. Ça veut pas dire que ça m'empêche de le faire. J'ai juste des choix différents des fois qui se proposent. Oui, puis pour faire une histoire courte, pourquoi les prix sont pas pareils là, dans tous les data centers de Microsoft au travers le monde, c'est que les coûts d'exploitation de Microsoft sont différents d'un pays à l'autre, donc ils vont charger finalement des petites différences. On dit qu'ils sont différents, mais ça vire pas du tout. Non. C'est juste que le prix de base, il y a un coût de base qui change d'un data center à l'autre, puis c'est lui qui fait fluctuer la totalité des prix des services. Exact. Donc là, on a donné un exemple de données non structurées, les images. Mais d'autres exemples? Les images, on était déjà dans du blob storage. Mais au niveau du blob storage, je peux dire, mais mon image, je veux l'écrire, mais je veux pas nécessairement la lire souvent.
Donc là, je vais prendre un tiers qu'on appelle Cool Storage, qui lui va me coûter... Cool storage? Cool Comme Storage, froid. comme Ok. froid. Okay. Cold storage. Non, Cool. Cool. Cool, ok, C-O-O-L. C'est ça. Ok. Puis, celui-là, il va me permettre d'aller écrire, puis que ça me coûte moins cher, de garder le data pour une longue période de temps. Puis il va y avoir un modèle différent au niveau du pricing. Parce pour que la l'autre, lecture. ils s'attendent à ce que tu vas la lire souvent, mais que t'écriras pas souvent, c'est ça? C'est l'inverse. Ah oui, je Eux vais autres, écrire. ils s'attendent... Dans Cool Storage, je m'attends à l'écrire beaucoup, Puis mais je presque... n'irai pas faire de lecture. Ok, donc c'est quasiment... L'archivage. quasiment pour de l'archivage. Aujourd'hui, c'est ce qui se prête le mieux à l'archivage, là, dans Ok. desktop. Ça va être moins dispendieux dans ce cas-là. Pour la situation où tantôt tu disais que Ouais. tu gardais une photo de ta facture juste au cas que tu aies une audite, mettons. Ouais. Et comment on va récupérer, par exemple, si on veut récupérer la fameuse image, comment ça fonctionne? Ah, il y a plusieurs langages qui vont te permettre de faire ça avec pour l'Azure Storage. Tu peux y aller en codant avec le .NET, le Node.js. Je pense que c'est celui qui supporte le plus, là, directement d'Android, d'iOS. Parce qu'il y a un SDK là, qui est disponible pour chacun de ces langages-là. Puis j'imagine que t'as même aussi ultimement les API REST pour être Oui, capable c'est de- ça. Je pense que c'est lui qui supporte tout. Ouais. Probablement même le Pascal. Parce que va falloir penser à stocker un identifiant quelconque là, pour pouvoir le récupérer. Mais Ouais. Oui, mais quand c'est ça. Fait que dans le fond, quand on va le mettre là, on a le chemin d'accès qui va nous permettre de le retrouver, puis on peut mettre des permissions, peut-être, puis sinon, il y a une clé qui nous permet de l'identifier. Puis là, ma fameuse image, est-ce que j'ai d'autres offres pour stocker des images qui existent sur Azure aussi, ou on vient de voir comme les deux options les plus... Bêtement, je répondrais que à petite échelle, tu peux faire n'importe quoi avec n'importe quoi. Ouais. Ça va toujours fonctionner. Donc, tu pourrais mettre tes images dans une base de données SQL Server. Relationnel, on a vu ça, du monde qui Non. se servait d'un champ dans mais Donc, sauf que là, à ce moment-là, si ta VM, si ta base de données relationnelle, là, on branche, est en service, en SaaS, ben, tu vas avoir une limite de 1 Tera. Aujourd'hui, je pense que c'est ça la limite. Ouais. En tout cas, en partant, c'est ça. Ou, tu pourrais la faire en VM, là, elle va pouvoir être plus grosse, mais là, attention, là, les prix seront pas les puis mêmes. qu'on s'entend, c'est que tu ferais un choix peut-être pas optimal de dire je vais stocker des données non structurées dans un mécanisme structuré comme Mais une ça base de dépend- données relationnelle. Mais ça dépend aussi toujours de la quantité. Donc, si tu Ouais. es un restaurant, tu fais une photographie de toutes tes factures, probablement que en tout cas, si c'est un restaurant qui va bien, c'est probablement pas la bonne solution. Effectivement. On parlait de données non structurées. Une image, c'est un exemple. Et est-ce qu'il y a-t-il d'autres exemples très typiques de données non structurées qu'on voit? Tout là, en prenant l'exemple de la facture, tu mentionnais tout à l'heure, Alex, mettre la facture en format JSON Oui. ou en format XML. Donc, ça, XML, JSON. c'est ça. On pourrait même penser peut-être non pas du CSV parce que plus... Mais là, je suis en train d'en faire un document structuré à ce moment-là. Exact, c'est ça. Ouais. Là, on arrive avec un document. Mais d'autres exemples de choses qui sont pas structurées. Est-ce qu'on peut considérer qu'un fichier, c'est considéré comme un type d'information non structurée? Pour moi, oui. Tout à fait. Tu sais, ce qu'on appelle là, les flat files, c'est structuré, mais c'est pas structuré en colonne comme un CSV avec, tu sais, là, il y a des positions pis tout ça avec des emplacements sur des lignes, mais ça pourrait se retrouver, là. J'ai aussi des données binaires que je peux recevoir. Par exemple, si j'ai un sensor qui m'envoie aux 15 secondes son état, peut-être que son état, c'est juste un code binaire que je reçois, mais pour moi, c'est une donnée non structurée. Je pourrais la stocker dans un key value pair. Donc là, j'aurais une clé qui me dirait tel device à telle heure, voici la donnée que j'ai reçue. Fait que là, le service Azure, dans ce cas-là, ça serait toujours dans Storage, mais il serait différent. Ouais, dans ce cas-là, moi, j'irais peut-être avec Table Storage, OK. qui me permettrait justement de faire la clé valeur. Mais
Ça dépend de ce qu'on veut faire avec cette information-là après. Ça ressemble un petit peu à une donnée structurée, mais sauf qu'à l'intérieur, on peut la déstructurer. Oui, tout à fait. Ben, j'ai une clé. Elle peut varier. C'est ça, elle peut varier. J'ai une clé, puis après, j'ai 200 quelques colonnes de plus qui sont rajoutées, mais ils sont pas typées, puis ils ont pas d'ordre. Ouais. Fait que, dépendamment de la clé, là, je peux définir qu'est-ce que moi je veux stocker dedans. T'as une limite aussi de le poids en termes d'espace en meg. La quantité de données. La quantité de données par record est très très petite. Je me trompe-tu ou tout ce qui est key value pair, là, donc ce type de façon-là de structurer d'informations non structurées dans la mesure où tu lui donnes une clé, c'est vraiment pour parce que tu t'attends à ce que cette donnée-là, tu vas la lire beaucoup puis tu l'écriras pas souvent. Ça veut dire que c'est de l'information, tu vas plus lire parce que tu veux être capable d'aller la chercher rapidement et l'afficher. Ouais. En tout cas, initialement, c'était beaucoup bâti comme ça. Ouais. Les premiers qui ont conçu ces systèmes-là, les Amazon de ce monde, là, c'était pour vendre des livres, puis eux autres, ils stockaient, t'avais la clé, c'était le code du livre, après ça, par exemple, l'autre information que tu pouvais mettre, c'était la photo de la pochette du livre. Mais c'est super performant quand tu veux faire une recherche directement sur la clé. C'est des services qui sont partitionnés. Donc, ils vont s'adapter pour te donner une performance à peu près constante de la façon que tu vas l'utiliser, qui peut varier beaucoup. Par contre, si tu essaies de faire une lecture sans connaître les clés, là, tu rencontres des limitations. Là, c'est pas le bon mécanisme, C'est mieux pas le bon d'aller avec mécanisme. d'autres. Ça va. Le table dans storage permet de chercher, donc c'est pas seulement avec ta clé qu'on parle depuis tantôt, mais tu peux faire des recherches sur d'autres valeurs de ton enregistrement, ton record, comme on dit. C'est possible. C'est moins performant, mais c'est possible. Puis ça va fonctionner. Fait que là, dans le cas de nos livres, là, maintenant qu'on est rendu avec des livres, ok, fait que t'as ton fameux code ISBN, tu peux avoir ton titre, peut-être ton auteur, des choses comme ça. Fait que tu peux faire une recherche en disant, ben, je veux le livre qui avait le mot patate dedans. C'est un livre de recettes que je cherche. Ouais. Puis là, à ce moment-là, il va te retourner tout ça. Puis là, tu peux partitionner pour essayer d'optimiser tes recherches. Ouais. Mais si on focus juste key value, moi, j'irais quasiment plus avec le Redis Cache, qui est un genre de base de données, mais avec accès très rapide, qui, elle, c'est sûr qu'elle offre plus que du key value. Bon, règle générale... Mais là, c'est pas tu parles de cache, donc c'est pas permanent, là. Ben, voilà, on en a parlé beaucoup la dernière fois que je suis venu au podcast, là. Mais, c'est sûr que Redis Cache, quand on pense à Redis Cache, on pense beaucoup à key value, on pense beaucoup en mémoire. Mais, on peut faire plus que du key value, puis on peut aussi faire on peut la sauvegarder. OK. OK. Mais c'est ça. Tu sais, là, déjà, on commence, là, on se pose des questions simples, on a des cas simples, puis déjà, on a plus d'options. L'autre chose qui est super importante, on a commencé à dire, on peut chercher dans les colonnes autres que les colonnes clés sur Table Storage. Mais c'est pas une base de données. Je peux pas faire un agrégat. Je peux pas faire de relations. C'est ça. Non, des relations, faut que j'ai bâtisse en mémoire moi-même. Faut que je me fasse des tables d'index. J'ai rebâti une base de données au complet. À ce compte-là, t'es mieux de t'aller du côté relationnel. Là, c'est ça, exactement. OK. Mettons, on reste souvent dans les données non structurées, ou en tout cas dans les tables storage. Quelles sont de questions autres que je peux me poser? On a parlé que le prix est important. La grosseur, peut-être, si ce que je veux stocker, mettons que je veux prendre des images super grosse résolution, je fais, moi, je sais pas, moi, j'ai des avions, puis on passe sur la planète Terre, puis on prend des images de cartographie. Mon besoin est probablement très particulier, puis là, c'est peut-être pas de juste de dire je vais utiliser un table storage qui est ma meilleure option dans ce cas-là. Si mes images sont bien grosses. On parlait de blob storage. Ouais, c'est ça. Donc là, je serais mieux de les mettre dans un blob storage, quitte à ce que je me fasse, si j'ai besoin à un moment donné de pouvoir les retrouver aisément, de mettre d'autres formes de structure. À ce niveau-là, t'as, comme tu dis, soit que tu te bâtis une autre structure, un index, une table, ou tu y vas avec une nomenclature qui devient ta clé pour retrouver. Fait que là, t'as la notion d'un dossier virtuel dans Blob Storage.
Donc, avec ça, je suis capable de faire un lookup avec le début du string, puis tout le path virtuel, ça fait partie du nom du fichier en bout de ligne. Donc là, je peux prendre ça pour rapidement filtrer mon data puis retrouver quelque chose rapidement. Un peu comme si c'était pas comme un peu. Tu t'en sers un peu comme un REST API, là, où ce que t'as tout ton chemin d'accès qui filtre, puis ton arbre, dans le fond, qui t'amène à ta bonne donnée. Puis donc, la grosseur de ce que je veux stocker est importante. Est-ce que la performance peut être un critère aussi? Absolument. Par exemple, un blob, c'est 60 MB/s. Donc, si j'ai besoin d'aller plus vite que ça, faut que je sois créatif, que j'utilise soit un CDN, qui lui va faire un premier cache du fichier, puis après ça va te donner un boost en performance. Donc, juste pour nos auditeurs qui se disent, bon, CDN, c'est quoi cet acronyme-là? Donc, de quoi on parle ici, là? Un CDN, c'est un Content Delivery Network. Le but, c'est j'ai des nœuds dans le réseau qui sont prêts ou qui sont plus distribués, disons, que mes serveurs d'origine, qui vont me permettre de garder le data le plus près possible d'un utilisateur. Donc, quand l'utilisateur va demander une photo ou va demander un document, à la place de venir se battre à la source pour avoir toutes les ressources pour aller chercher, je vais avoir une armée de serveurs qui va servir ce fichier-là. Donc, puis en plus, le fait qu'il va falloir qu'ils se battent à la source, on va avoir une latence, donc parce que il y a une réalité là, les électrons peuvent pas se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. Donc si je suis ici à Montréal puis je m'en vais frapper un serveur qui est quelque part en Asie, ben ça prend un certain nombre de microsecondes pour m'y rendre là, je peux pas éviter ça puis pour revenir avec l'information. Tandis que ça va être beaucoup plus rapide. C'est à la place, je frappe un Content Delivery Network qui est basé quelque part à Montréal ou qui est basé sur la côte est américaine. Dans ce cas-là, je vais réduire ce fameux nombre de microsecondes-là. La latence. La latence, on la néglige souvent parce qu'on pense, mais c'est fondamental. Mais là, on parle d'images qu'on voudrait afficher, par exemple, dans des pages web. On sort un petit peu là du contexte de data. Le contexte de latence est super important parce que dépendamment de qu'est-ce que je veux faire avec mes données, je veux-tu les servir pour une page web? Je veux-tu faire du big data avec? Je veux-tu faire du big compute avec? Ils sont complètement différents comme scénario. Si je veux faire, disons que j'utilise Stable Storage, je m'enligne là-dedans, je me dis, moi j'ai besoin des clés, j'ai besoin des valeurs, je vais utiliser ce service pour ordonner mes données, puis après ça, je vais aller les sortir en partition, puis je vais les traiter, puis je vais les remettre dans le service. Ben, déjà là, je pourrais l'avoir fait sur ma machine, ça va rouler peut-être 7 minutes, mon processus. Ouais. Si là, j'explose tout ça, j'ajoute le temps de latence de mon réseau pour faire toutes mes transactions sur le service de storage au niveau des tables, mais je pourrais me ramasser avec un processus qui passe de 7 minutes à peut-être 10 heures de compute. Ouais. Parce que là, j'ajoute, à chaque fois que je vais lire une donnée ou je vais faire une recherche quelconque, dépendamment de mon volume, j'ajoute 10 millisecondes, 20 millisecondes dans mon traitement. Puis plus que j'ai de données, plus que ça va croître mon temps de compute. Et ça, c'est des variables non négligeables. C'est ce qui fait la différence entre une solution qui marche et une solution qui marche pas, parce que si t'as pas tenu compte de la réalité physique, les données sont pas, c'est pas magique, là. Ils apparaissent pas rapidement dans ton ordinateur comme ça. Faut que tu prévois que... Ouais, tu mentionnais tout à l'heure, Alex, que pourquoi on voudrait peut-être avoir nos données dans un centre ici au Canada. Un aspect important, c'est la latence. Tout à fait. Ouais. Fait que tu veux avoir tes données le plus proche de ton application ou tes utilisateurs. Puis souvent, on veut avoir les données et l'application dans le même data center. Oui, parce que, par exemple, si j'ai mes données dans un autre data center, tout le trafic sortant d'un data center a un coût. Okay. Tout le trafic entrant, c'est gratuit. Donc là, si moi, j'appelle d'un data center à un autre, il y a un coût entre les deux data centers. Donc là, à chaque fois que je fais ça, j'augmente les coûts d'opération de mon application. En plus de ta latence. En plus de ta latence. C'est peut-être mieux tout essayer de regrouper dans le même data center. Encore là, ça dépend des scénarios. Ça dépend des scénarios, ouais. Parce que peut-être que c'est une copie
Ouais, il y a des scénarios où tu peux pas tout mettre un parce site que de recovery. réplication. Merci. Réplication. Travaille trop en anglais. Ouais. On vient mélanger. Mais à ce niveau-là, ce qui est intéressant, on parle de Azure Storage depuis tantôt. Puis dans les tiers puis les configurations d'Azure Storage, on peut lui dire je veux que tu gardes 3 copies, mais juste dans ton data center à toi. Puis tu peux aussi lui dire je veux garder 3 copies dans le data center primaire, puis dans le data center secondaire, je vais en avoir 3 copies. Puis la raison principale que tu vas décider ça, là, c'est peut-être pour des enjeux de performance comme des enjeux de coût. Parce que comme tu le dis, si à trois fois tu répliques puis tu envoies l'information sur un autre data center, tching, il y a un coût. Puis à la fin aussi, ta solution, elle peut peut-être être très efficace, très performante, mais économiquement, elle sera pas viable parce qu'elle va coûter trop cher mensuellement, là. C'est ça. Fait que là, si je fais une copie dans un autre data center, c'est parce que je vais avoir de la continuité d'affaires. On s'entend que un data center, c'est pareil comme si j'avais une salle de serveur que je maintenais puis ou que je louais quelque part. Si cet environnement-là, il y a un sinistre quelconque, mais il faut quand même que mon entreprise soit capable d'avoir une continuité. Il faut que je sois capable de répondre peut-être de quelque part d'autre dans le monde. Il faut que j'aie un plan de recouvrement. Si j'ai une copie, il y en a une, dans un des scénarios, c'est lisible par mois, ou encore, c'est pas lisible, puis Microsoft décide de faire un failover total, puis là, il devient disponible. Donc, j'ai quand même plusieurs tiers à des prix différents, comme tu disais tantôt, mais c'est vraiment une question de continuité d'affaires plus qu'autre chose. Donc là, puis ce que tu es en train, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est, supposons que moi je décide que je vais prendre un certain data center, donc qui serait localisé à Chicago, un data center qui serait localisé quelque part ici dans la ville de Québec ou à Montréal. C'est bien beau, mais est-ce que tu es vraiment protégé contre le fait que, je sais pas, moi, il arrive une panne d'électricité générale sur l'Amérique du Nord? Tes clients qui sont en Asie, en Europe, eux autres, là, ils savent pas qu'il y a une panne d'électricité. Ils s'attendent à ce qu'ils soient capables de pouvoir, par exemple, passer des commandes. Puis si c'est une compagnie qui fait affaire mondialement, ben, tu peux pas juste dire, ma solution il va reposer juste sur le fait que mes données sont dans un data center en Amérique du Nord. Donc, c'est là que tu vas penser à distribuer, répliquer et tout. Avec, bon, c'est sûr que ça, c'est des cas où est-ce que tu vas être peut-être dans une grosse organisation. Mais, bon. Ben, pas nécessairement. Un start-up à la Airbnb ou autre qui ont des services partout dans le monde. Ils n'ont pas le choix, les autres. Ils n'ont pas le choix. Ouais. Puis, on comprend que c'est à partir d'une petite compagnie qui a grandi très, très vite puis qui a pris en popularité. Puis c'est ce que le cloud offre. Ouais, si je commence très petit, ça me coûte pas très cher, j'ai pas de risque. Et rapidement, je suis capable de me distribuer puis de grandir. C'est ce qui est fabuleux avec le cloud, c'est que avant, quand on n'avait pas d'infos nuagiques, quelque part, cette petite compagnie-là devait financer des infrastructures qui coûtaient une fortune. Puis là, il fallait qu'ils fassent des rondes de financement juste pour mettre en place l'infra, tandis qu'aujourd'hui, ben, ils paient au fur et à mesure, puis grosso modo, c'est leur succès qui fait qu'ils sont capables de grossir. Là. Puis, on continue dans cette avenue-là. Tantôt, on parlait, dans le fond, on avait nos bases de données relationnelles qui roulaient sur nos serveurs, puis on pouvait les mettre dans des machines virtuelles dans le cloud, dans Azure. On peut encore faire ça aujourd'hui, c'est vrai, avec toutes les bases de données qu'on connaît, mais il y a aussi tout le modèle en PaaS, en service. Ben, parlons-en. Plateforme. Donc là, on a parlé beaucoup du non structuré. Venons maintenant dans le modèle structuré. Je pense qu'on n'a pas tout couvert dans le non structuré, là. Non. Il y a encore plus d'affaires que Si ça. on pense au document, mais il y a le DocumentDB qui est très, très populaire, qui, elle, va avoir ça va être, qui a un... Mais c'est pas considéré comme structuré, DocumentDB. C'est parce que c'est dynamique. C'est Ton structuré, format peut mais changer. c'est structuré, mais schema-less. Ouais, ok, t'as pas de schéma, mais t'as au moins de la structure. Donc, ouais. Donc, c'est comme si on était à mi-chemin entre le monde non structuré puis le monde totalement structuré qu'on trouve dans le monde relationnel. Les bases de données DocumentDB. Oui. Puis, ça, essentiellement, y a-tu une ou plusieurs offres du côté d'Azure pour stocker ça? Mais on peut dire que c'est la réponse de Microsoft à MongoDB. Oui. En fait, même, gros, je pense qu'ils sont comparer. tellement proches que aujourd'hui, avec Azure, tu peux, si tu as fait ton système avec MongoDB, tu peux utiliser les drivers de MongoDB pour le changer pour un DocumentDB. OK.
Donc, pour ton application, ça va être complètement transparent, là, laquelle base de données qui est en dessous. Ouais, parce qu'on s'entend, là, les jeunes là, qui commencent aujourd'hui, là, nous autres, on a des cheveux blancs, là. On a commencé avec des données relationnelles. Ouais. T'en as un petit peu. Ouais. Mais les gens qui commencent aujourd'hui, ils vont débuter avec des systèmes de bases de données de ce type-là, là, de type NoSQL, là. Beaucoup. Il y a vraiment beaucoup d'offres aussi. Mongo, c'en est une. Mais il y en a plusieurs autres que tu peux retrouver puis facilement provisionner à partir du marketplace sur Azure. Le marketplace, c'est vraiment la place où différents vendors ou third party vont packager une solution, dire nous autres on a préinstallé dans une machine virtuelle la base de données. Puis c'est quoi? C'est principalement des offres IaaS à ce moment-là, des offres qui sont d'infrastructure, c'est-à-dire c'est des machines virtuelles, ou il y a même des offres qui sont littéralement du PaaS, mais sur Azure? Pour l'instant, c'est principalement du IaaS. Ouais. On a un offre, je pense que c'est ClearDB, qui est MySQL as a Service. Qui est utilisé, entre autres, là, quand on fait du WordPress. Exact. Ouais. Oui. Ouais. Le fameux site, là, WordPress. Là, Donc, essentiellement, on va avoir beaucoup d'offres de tiers parties pour stocker nos informations dans des bases de données documents. Un peu comme on va avoir l'équivalent aussi dans le monde rationnel. Il va pas avoir juste des offres de Microsoft, il va avoir des offres aussi d'un paquet de tiers parties. T'en as glissé un mot, on va y revenir plus tard. Oui. La chose qui est intéressante, c'est on a commencé de parler de DocumentDB. DocumentDB, c'est une BD qui se réplique nativement sur d'autres régions. Donc, si je veux avoir ma base de données accessible de plusieurs différentes régions, je peux aller écrire et lire de chaque région dans cette base de données-là. Puis, par région, elle va, tu sais, t'as juste besoin de dire je veux qu'ils se répliquent puis ils vont se répliquer sans que t'aies rien à faire. C'est quand même assez facile à configurer. Puis, Donc, la réplication, c'est juste une question de configuration puis le système. Donc, tu pourrais dire, mettons, moi, j'ai une base de données quelque part en Amérique du Nord, j'en ai une autre quelque part qui est en Europe, puis je veux au moins qu'il soit répliqué. Donc, si j'écris en Europe, ça va se répliquer à un moment donné, puis ça va apparaître en Amérique du Nord. Puis si j'écris qu'il y a une nouvelle donnée, moi, en Amérique du Nord, va apparaître en Europe à un moment donné. Il y a un délai, là, c'est pas magique, mais t'es en mesure où puis encore là, j'imagine que, dépendant du délai, plus ton délai est long, moins tu payes cher, puis plus tu veux que le délai soit court, plus tu payes cher, j'imagine, pour ce genre de service-là. Oui. C'est toujours... il y a rien de gratuit dans la vie. On n'aura rien pour rien. Ouais. Puis dans DocumentDB, par exemple, ou dans MongoDB, on stocke une structure JSON, normalement. Oui, tout à fait. Puis, ce qui est intéressant, c'est, avec ce service-là, au moment où j'insère mon document, il se fait indexer. Okay. Dépendamment du niveau de consistance qu'on désire sur notre collection de données, on va avoir une réaction différente du service à l'utilisation. Soit que moi, je mets quelque chose puis je vais voir ce que j'ai mis, ou soit que je veux que quand je mets quelque chose, tout le monde voit ce que j'ai mis. Donc, c'est quelque chose qu'on peut quand même configurer. OK. Puis, si on comparait un système NoSQL comme DocumentDB à Table Storage, on pourrait peut-être dire que Table Storage, c'est le junior, puis DocumentDB, il est plus puissant. Ben, moi, de la façon que je verrais ça, c'est DocumentDB, ça le dit, c'est une base de données. OK. Donc là, je vais avoir beaucoup plus de richesse au niveau... Même si on n'est pas structuré, ça reste une base de données. Ça reste une base de données. Oui, c'est... Contrairement à Table Storage, là, on parle de... C'est une lecture, comme dans un VLOOKUP dans Excel, Parfait. par exemple. Fait que là, c'est intéressant, là, parce que ça nous donne des options. Si nos données sont assez simples, là, on peut penser à Table Storage. Si nos données commencent à être plus complexes, on aurait besoin j'imagine qu'il y a un langage de type SQL pour faire les requêtes. Pour le DocumentDB, il va supporter du SQL. OK. Donc, déjà là, ce qu'on n'a pas avec Table Storage, peut-être. Non, Table Storage, il faut passer par les SDK. Quoique DocumentDB aussi, on peut passer par les SDK. Il y a encore, évidemment... Mais on voit clairement là qu'il y a un step, là. C'est entre les deux, là. Ouais. Mais chacun va avoir ses forces et ses avantages et désavantages, évidemment. Quand on pense, moi, j'utilise souvent, je suis porté à utiliser Table Storage quand ma donnée est très simple et que je vais en chercher peu.
j'ai déjà essayé de faire une application où j'allais chercher une couple de mille de records par shot, puis Table Storage, il livrait pas du tout la marchandise. À ce moment-là, je me suis reviré, puis j'ai utilisé un autre. Okay. Donc, Table Storage, c'est des données simples, mais aussi, qu'est-ce qu'on veut aller chercher dans notre requête, il faut que ça soit plus limité. DocumentDB, notre donnée, elle va être riche, parce que c'est un document, donc c'est pas juste une valeur, c'est tout un document. Puis on peut faire des requêtes qui vont être assez complexes, qui vont être là-dedans. Fait que DocumentDB, c'est un service dans Azure, mais si je voulais l'utiliser en entreprise, que c'est possible, je peux-tu installer DocumentDB sur mon serveur? Non. DocumentDB, c'est en Platform as a Service, en PaaS. Par contre, tu pourrais avoir en mode local un émulateur qui est gratuit, qui te permettrait de développer, donc sans être dans le cloud. Fait que ça simplifie, puis ça permet d'avoir... C'est clair, quand tu vas chemin là, c'est que t'as pas une préoccupation de dire, si jamais je suis pas heureux, je voudrais tout ramener ça chez moi en on-premise. Non, c'est un service, puis ça c'est un service, puis je dirais plus que c'est un service Microsoft, donc tu as besoin absolument d'un account, d'un compte Azure. Mais, par contre, je pourrais installer MongoDB dans mon entreprise, puis là, utiliser l'API ou le driver. Ouais, il y a des outils de migration aussi. Puis là, ça me permet de développer localement. Pour développer localement, moi, j'irais avec l'émulateur, mais comme pour plus situation de failover, là, à ce moment-là, on pourrait faire ce genre de switch-là, où on retombe à MongoDB ou quelque chose comme ça, là, ça pourrait fonctionner. Puis ton application, t'as pas besoin de la coder 2 fois parce que elle utilise les mêmes les mêmes appels. Excellent. Donc, dans NoSQL, est-ce qu'on a couvert à peu près l'offre qu'on a dans Azure? Oui puis non, parce que on a d'autres services aussi. Voyons bien, tu sais que c'est pas aussi simple que ça. Exact, c'est toujours compliqué. Au niveau du NoSQL, on a aussi tout ce qui est basé sur Hadoop, donc les technologies HBase. Big Data. Tout le Big Data. Soit que je décide d'installer des clusters Hadoop dans Azure, donc là je crée mon environnement, je suis propriétaire de toute l'infrastructure, je la maintiens. Infrastructure as a service. Là, donc là, j'ai mes machines virtuelles, j'installe tout, je maintiens mon OS, puis je patch, puis je suis maître de mon environnement. Oui, puis généralement, je vais aller vers ce type de technologie-là quand je veux faire du big data, comme tu disais. Puis là où tantôt mon scénario qui voulait être plus big compute parce que je voulais faire du compute, je voulais calculer des choses sur mes valeurs, ça marchait pas parce que je faisais trop de back and forth avec mon data. Le data, si je veux que ça soit efficace, il faut que j'amène ma fonction ou mon algorithme à mon data pour que mon data ait pas à bouger. Donc là, je me bats pas contre la physique puis ça peut être efficace. Versus, j'ai mon code quelque part puis je vais amener mon data vers ce code-là pour le traiter pour après le rebouger. Mais à ce niveau-là, je vais perdre. Dans le fond, ça marchera pas avec la physique. Donc, typiquement, on a une application, ça peut être une application web. Je fais un select pour pouvoir traiter mes données, mais je fais un select de 50 millions de rows. Ça marche pas. Ça marchera pas. Ça marche pas. Exact. C'est ça que tu dis. OK. Ce qu'on veut faire dans un cas big data, c'est vraiment dire, j'ai une batch, je vais rouler ma batch. C'est pas instantané. Puis, je vais faire un traitement, je vais faire un MapReduce, je vais utiliser d'autres technologies parce que c'est un environnement qui grandit à une vitesse phénoménale, autant au niveau des langages qu'au niveau des outils. Puis, ce que Microsoft fait, c'est aussi l'offrir en tant que service. Okay. Donc, HD Insight, c'est la version Platform as a Service de Hadoop. Donc là, Microsoft va gérer la sécurité, l'installation, la configuration, l'alignement des versions de chacun des composants. Mais quand même, tu vas tout avoir les clusters qui vont être disponibles, là, que ce soit là, Hadoop, Spark, HD, Storm, name it, ils sont presque tous là quand même. Là. Si c'est pas, ils sont tous là. Ça change, ça grandit tout le temps, là, mais tout est encore là. C'est juste que tu es en mode plateforme. Ouais. T'as pas à te préoccuper de toute ton infrastructure. Oui, ça me permet aussi de dire, j'ai mon data en stockage, je construis mon cluster pour faire mon compute, puis après ça, quand j'ai fini, je détruis mon cluster, j'arrête de payer le compute, puis mon data, il reste là.
Fait que plus tard, j'ai besoin de faire un autre traitement, je recrée un environnement, puis je continue à travailler avec le même data. Évidemment, ce qui est cher dans le cloud, c'est le CPU, le compute, le storage, c'est la partie souvent qui est moins chère. Ça finit par coûter quand même quelque chose, mais c'est quand même la partie qui est la moins dispendieuse. Ouais. On parlait tantôt de quelques cents, là, mais c'est encore le même bon storage qui est utilisé. Donc, au niveau de stockage énorme de données, est-ce qu'il y a des services qui est offert? On a Data Lake Store, qui lui, on aime dire qu'il n'y a pas de limite en termes de qu'est-ce que tu peux mettre dedans. L'interface, c'est HBase, donc je peux me brancher pour du big data, je peux le brancher dans plusieurs différents services sur Azure pour aller faire de l'analyse. C'est vraiment l'endroit où je vais mettre du data à son état brut. Donc, contrairement, on est habitué là avec nos cheveux gris là à penser à un cube, c'est pas l'équivalent là. Non, là c'est vraiment. C'est pas du OLAP là. Non, du tout. C'est là que je vais mettre la photo qu'on parlait tantôt ou un document à l'état brut. Je veux pas le changer, je veux garder son contexte parce que dans 5-10 ans, je vais revenir, je vais vouloir faire une étude. Si j'altère mon data, si je fais un agrégat quelconque, j'ai plus son état d'origine. Donc là, je viens de perdre tout le contexte dans lequel j'ai capturé cette information-là. Puis mes analyses plus tard vont être biaisées. Je pourrais pas avoir l'heure juste. Ou je pourrais pas aller chercher la granularité que je vais aller chercher. Donc, c'est vraiment dans un effort de garder un snapshot d'origine de tout ce qui s'est passé. Okay. Puis après ça, on va faire une transformation pour aller faire de l'analyse. Sauf qu'on fait pas un query, on fait pas un select là-dessus à partir de notre application. Là. On va faire un select surtout à travers un service qu'on appelle Data Lake Analytics. Okay. Puis, c'est pas une requête comme on est habitué là. Ouais, c'est ça. Là, on va questionner que Data Lake. Je veux pas être péjoratif en disant, mais c'est tout va dedans, ton image, ta requête, ton document, tu peux mettre tous les genres de structures dedans, tout mélanger, là, puis faire ta requête qui va aller chercher un peu de tout ça en même temps. Donc, on est vraiment loin de la petite requête, là, select étoile, from table, quelque chose. Ça, c'est parfait parce que c'est important à mentionner. C'est pas, on va pas mettre dans le Data Lake des données qu'on veut faire des requêtes là. Non. Ça va plus être pour faire de l'analytics. C'est du post-processing pour vraiment aller à fond puis aller trouver des patterns puis une structure puis aller faire sortir certains éléments. Les données ont pas été précompilées dans des cubes, préanalysées, tout ça. C'est vraiment à l'état brut. Là. C'est ça. À chaque fois, on va se recréer une vue pour après ça aller faire notre analyse. Okay. Un peu dans le même genre, on a SQL Data Warehouse où là, on va être dans le structuré. Ouais. Mais on est à une autre échelle que la SQL Database, qui est la base relationnelle de Microsoft Azure, où là, c'est beaucoup plus gros. Donc là, on a plus de jus pour faire des requêtes complexes, faire des rapports, puis... Fait que là, tu commences à introduire le monde relationnel. Là, on peut peut-être nommer les différents services qu'on a. Oui, on a SQL Database. C'est ça qui est offre Microsoft, hein? Exact. Ben, c'est l'équivalent là de la bonne vieille du bon vieux SQL Server de Microsoft. Mais c'est le même SQL Server. Parce que souvent les gens disent ben je vais prendre tout mon marché. Fais attention. C'est presque tout. Il y a vraiment pas grand chose qui va pas fonctionner. Là. Oui, il y a des choses qui fonctionnent pas. Mais c'est beaucoup plus proche. Mais quand tu dis qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, c'est des modules ou certaines fonctionnalités qu'on a dans la version d'SQL Server qu'on installe là sur une machine. Le full text, comment j'ai oublié. Full text search. Il est disponible là. Il est disponible, je pense. Ouais. Mais tu vois, c'est un bon exemple. Ça, au début, c'était une fonctionnalité qui était pas disponible dans SQL Database. Non, c'est ça. Fait que là, il est disponible. Mais t'as beaucoup de choses, en fait. Donc, tu peux soit décider de installer ton propre SQL Server, puis là, de le rouler en infrastructure. Mm-hmm. Puis même là, t'as deux solutions. Tu fais une VM de type SQL Server. T'ajoutes ta licence et que tout. Dans le fond,
Ouais, ok. Tu utilises, donc, dans le monde Azure, ils appellent ça Bring Your Own License. Fait que tu apportes ta licence que tu avais achetée. Tu avais déjà acheté des licences de SQL Server que tu utilisais sur tes machines au bureau, localement. Puis là, tu peux réutiliser cette licence-là dans mon Azure. Ça va fonctionner. Donc, en mode infrastructure. En mode infrastructure. Tu peux aussi te prendre une VM déjà avec SQL Server installé dessus. Puis là, à ce moment-là, tu vas payer ta licence à l'heure ou à la minute. Le prix est ajusté. Là. Le prix est ajusté. Que si tu compares une VM pure Windows ou Linux, puis celle de SQL Server. Là, t'es vraiment en mode infrastructure, mais il y a une offre aussi plateforme, c'est ça. Donc, c'est un SQL Server, mais plateforme. Ouais. Puis là, à ce moment-là, ça, on parle SQL de Database. SQL Database. SQL Database. Ouais. Là, c'est $6 par mois pour avoir une database comme ça. Ben, on commence. Mais non, mais tu sais, t'as un petit blog, tu vas avoir une base de données, tu as un petit site web, là, t'as un petit commerce, quelque chose, là, ça va être parfait, là, pour commencer, là. Oui, puis une des grosses différences, c'est, tantôt, Mario, tu demandais, c'est quoi la différence entre la saveur serveur de SQL puis la saveur service? Mais la saveur service, j'ai pas besoin d'aller jouer avec les file groups, j'ai pas besoin d'aller jouer avec l'infrastructure puis tweaker des choses de très bas niveau. Ça, c'est fait pour moi. Au niveau du service, je gère mes données, j'ai des vues de gestion qui me permettent d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe, mais ils sont pas toutes là parce que j'en ai pas nécessairement besoin. Du côté serveur, lui, c'est à moi de gérer la redondance. C'est à moi de gérer la haute disponibilité. C'est à moi de gérer les backups. Ça peut devenir compliqué rapidement. Versus en service, c'est Microsoft qui va s'occuper d'avoir 3 copies du data, qui va s'occuper des backups incrémentales, qui va s'occuper d'avoir toutes les dernières technologies enterprise en place. Donc, ça se peut, tu sais, que ton offre service, tu sais, les gens font comment? Ça coûte quand même, tu sais, c'est pas gratuit, mais c'est parce qu'ils t'offrent plus que juste la base de données, ils t'offrent toute cette infrastructure-là que t'as plus besoin de t'occuper. C'est ça. Mais c'est encore là, on en a toujours pour notre argent. Il y a des fois où la base de données service va être parfaite, mais pour atteindre le niveau de performance que tu as besoin dans ta situation, parce qu'on s'entend, chacun a ses besoins, on revient tantôt, là, on peut imaginer avec notre magasin puis les factures, chacun le voyait différemment parce que, OK, on veut la garder, on est-tu le client? Bon, ben, c'est la même chose avec les données. Donc, des fois, le service va être parfait puis il va fonctionner puis tu peux l'amener à des performances très surprenantes puis ça va être bon. Puis des fois, tu y arriveras pas. Là, pas à un coût que tu vas trouver acceptable. Donc là, tu vas aller en infrastructure, puis là, tu vas monter... Parce que n'oublie pas, c'est un service. Donc, t'es dans un environnement qui est partagé en quelque part. Tu vas avoir des tiers qui vont être premium ou tout ça, que là, tu c'est ça, tu parles de coût, là. À un moment donné, tu as besoin de hyper performance, donc là, tu payes plus. Puis à un moment donné, c'est peut-être l'option d'avoir ta VM avec ton propre SQL Server qui va mieux répondre à tes besoins. Il n'y a pas de réponse miracle. Non, j'ai un client, il a monté une grosse structure avec tu sais, là, de plusieurs VM avec des scale sets répartis dans différents data centers avec un traffic manager pour répartir le fan et out en anglais, toutes les requêtes pour parce que les requêtes étaient exigeantes puis que le modèle d'affaires était relationnel. Tu sais, là, il y avait certaines conditions. C'est probablement qu'il faudrait changer le modèle d'affaires pour avoir quelque chose de plus performant. Mais pour le moment, c'était ce qu'on avait. Donc, il y a toujours des contraintes dans la vie, hein. C'est rare tout est parfait. Ben, une autre des raisons pourquoi je voudrais aller en serveur, par exemple, c'est, je voudrais faire des rapports. Il y a pas de service pour faire les rapports avec SQL Database. Reporting Services? Reporting Services, ça me prend un SQL Server pour le faire. C'est ça. Okay. Donc, on l'a pas en pass. On l'a pas en pass. Moins que je prenne mon SQL Database, puis que là, que je renvoie les données dans un Power BI, puis là, je pourrais utiliser le service Power BI pour faire mon reporting. Ça a-tu du sens ce que je dis? Oui, tu vas pas. C'est sûr que Power BI, c'est un outil qui est fantastique et visuellement, il y a énormément de punch, mais je vois pas Power BI faire des rapports, là, un bon vieux rapport. C'est une liste imprimée, là, comme on avait. J'ai une question pour vous. Si Microsoft n'arrive pas avec une offre pré-cannée pour faire du reporting,
C'est-tu parce que le reporting, ça phase out tranquillement pas vite parce que les gens imprimer du papier pour imprimer du papier, ou c'est juste parce que c'est pas aussi simple que ça, je pense que offrir une bonne offre puis qu'on travaille dessus puis ça prend le temps que ça prend pour arriver avec quelque chose qui a de l'allure? Ça peut être ça. Ouais. Un peu toutes ces réponses. Un peu tout, ouais, c'est ça. On s'entend, des rapaces. Mais, parce que pour beaucoup d'organisations, ça reste une réalité. Mais c'est ça que je vois dans les questions souvent, là, soit sur Stack Overflow ou sur l'autre forum. C'est une demande, là. Les gens sont surpris qu'il n'y ait pas façon de faire du reporting là, sur SQL Database. Si c'était super important, ben... Surtout que depuis longtemps, Microsoft ont leur propre service de reporting avec SSRS dans SQL. Puis bon... Mais c'est ça qu'on disait, là, c'est qu'il y a certains morceaux, il y a certains éléments qui se trouvent dans le bon vieux SQL Server qui se retrouvent pas dans SQL Database encore. Donc ça s'en vient, mais... Puis à l'inverse, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, le cœur de SQL est born in the cloud. Ça veut dire que on va bâtir des features sur le cloud, on va les tester avec des millions d'utilisateurs, et après ça, on va les ramener dans SQL Server. C'est ce qu'on a fait avec, si je me rappelle bien, l'encryption transparente est arrivée on-premise en premier, si je me rappelle bien, mais Row Level Security est arrivé dans le cloud en premier, Dynamic Data Masking est arrivé en premier sur Azure aussi. Donc là, on voit un shift qui est en train de se produire. Puis c'est là qu'on a tous les nouveaux features. Comme par exemple, maintenant, on a du machine learning qui regarde les statistiques de la base de données pour faire des offres. Oui, ça, c'est drôle, ça. Parce que là, maintenant, t'as ton advisor qui regarde ta base de données puis qui te suggère de certains index ou des choses comme ça pour améliorer la performance. Puis il peut même la créer pour toi. Oui. Cet advisor-là, c'est juste du côté dans leur passe SQL Database ou même elle existe du côté SQL Server? Ah, ça, c'est une bonne question. Moi, je suis très fan. Le plus possible, je vais utiliser le côté PaaS. Ouais. C'est une bonne question. On s'entend, à long terme, le PaaS devrait te coûter toujours moins cher que d'être en infrastructure. Ça dépend de ton besoin, parce que quand tu parles de base de données, pour un besoin très classique, les besoins les plus usuels, tu devrais finir ça être dans une plateforme à moyen long terme. Parce qu'à ce moment-là, tu tombes dans la masse. Puis c'est sûr que en plateforme, le volume ça répond, c'est fait pour répondre à ce genre, c'est fait pour répondre à la masse. T'as aussi le côté qui est intéressant de la plateforme, qui est extrêmement dynamique. Ça évolue à une vitesse phénoménale. Puis, dépendamment de comment tu vas utiliser le service, soit qu'il va te coûter très cher parce que tu sais pas l'utiliser, ou qu'il va te coûter vraiment pas cher parce que tu as bien optimisé tes choses, puis que tu utilises tes ressources comme il faut. C'est là que ça va à peine peut-être d'engager des consultants pour t'aider parce qu'ils vont le coût de tes consultants va se payer rapidement dans les économies qu'ils vont te permettre de faire. En tout cas, si le système que tu construis a moindrement du volume. Mais si j'utilise pas SQL Server, je suis du monde Oracle, est-ce que je suis fait? Non, tu peux amener Oracle sur Azure. Okay. En fait, depuis longtemps. C'est en mode Bring Your Own License. Donc, j'installe ma machine virtuelle, puis j'installe Oracle. Exact. Puis là, il va falloir que tu penses à utiliser les bons services ou les bons outils pour être capable de te monter de la haute disponibilité, puis d'avoir un environnement... Mais il n'y a pas des machines virtuelles qui viennent déjà avec Oracle préinstallées? Oui, il y a des machines virtuelles, il y a des templates. Par contre, je les ai pas assez regardés pour savoir s'ils sont déjà installés avec DataGuard ou pas et d'autres morceaux comme ça. Il y a de la configuration, comme tu disais, sûrement, là, oui. pour l'amener à un niveau que entreprise. Que mon entreprise a besoin, là, par Parce exemple. que souvent dans les templates qu'on retrouve là dans le repository, là, je me rappelle jamais son nom là, le Marketplace? Les templates. Le template? Il y a pas il y a une place là où il y a tout plein d'images là. Ça a tout été ramené ramené dans le marketplace, je crois. Ouais.
même nos experts, à un moment donné, sont là, OK, est-ce que c'est là ou c'est pas là? Parce que Ça la change, plateforme ça bouge, change, hein. ouais. Donc là, on s'entend, c'est le marketplace qui est l'endroit parce que, bon. Ben, tant mieux, parce que avant c'était compliqué, justement, de Mais ça savoir ouvre la où porte ta aussi aux VM tiers était. parties. Les Oui. tiers parties peuvent embarquer dans le marketplace, puis parce que pour Microsoft, ils veulent pas fermer leur plateforme forcément. Tu sais, si t'es à Oracle, t'as des clients, puis tu peux les amener sur Azure. Aux autres, pour Microsoft, c'est comme moi, tout ce que je veux à long terme, c'est que toute la planète roule sur Azure. Qui utilise une base de données Oracle ou la mienne, c'est pas si négatif. Pour eux autres, c'est pas un enjeu fondamental. Un autre bon exemple de ça, là, tantôt tu parlais de Power BI. Dans Power BI, dans Power BI, on peut faire des super beaux rapports, des visuels, des visuals en anglais. Microsoft te permet de créer tes propres visuals puis de les publier dans le magasin. Puis après ça, moi, je peux prendre le tien ou de l'acheter, dépendamment du format. Puis ça utilise des librairies qui sont open source, là, donc tu peux faire ça. Puis Power BI est même disponible gratuitement. En fait, tout ce que tu as besoin, c'était d'avoir un compte Office 365. Puis en parlant de machines virtuelles, il y a une chose qui a changé, en fait, dernièrement au niveau du stockage, qu'on appelle les managed disks. Puis dans le passé, on avait des très grands défis au niveau du design, au niveau de la planification, quand j'avais des parcs de plusieurs machines virtuelles. Un storage account, tantôt on parlait de limitation, ben une des limitations, c'est 20 000 transactions secondes, ou 20 000 IOPS. Donc, chaque disque a à peu près 500 IOPS. Ça veut dire que j'ai à peu près 40 disques que je peux mettre dans un storage account avant de commencer à me faire ralentir par le service. Parce qu'on s'entend, un service, c'est là pour se protéger avant qu'il y ait quelque chose qui se passe. Le fameux throttling. C'est ça. Fait que souvent, il fallait qu'on pense, OK, combien de disques j'ai mis dans tel storage account? Puis là, si je veux avoir un environnement hautement disponible, est-ce que je vais mettre les disques de chacune de mes machines virtuelles qui sont load balancées dans le même storage account ou je vais les mettre dans 2 storage accounts? Donc là, c'était un cauchemar total essayer de gérer ces types de configurations-là. Puis, c'est pour ça que Managed Disks sont arrivés. Maintenant, je dis, je veux un disque, puis le service me donne un disque. Mais le service, lui, va s'occuper de faire le partitionnage, la redistribution pour être sûr que c'est hautement redondant, hautement disponible quand j'ai plus qu'une machine. Il va aussi me permettre de faire une autre chose. Avant, être capable de prendre un disque puis dire, ben là, mon cher, je te passe en premium storage. Je passe d'un disque qui tourne à un disque SSD. Il fallait que j'arrête ma machine, que je copie moi-même le disque vers le niveau stockage, que je rebâtisse ma machine sur ce disque-là, puis là, je continuais. Ça pouvait prendre quelques temps parce que la copie était asynchrone. Puis maintenant, ben, je ferme ma machine, je dis que je change de tiers pour le stockage, je repars ma machine, puis ça se fait transparent en arrière. Donc, mon downtime, il est vraiment plus petit, puis ça me permet de faire des tests rapidement, dire, mais là, je vais tester mon application avec beaucoup d'IOPS, je vais aller en premium storage, ou, je vois que j'ai pas besoin de ça, je vais revenir en stockage normal, puis je vais continuer à rouler. J'ai cette flexibilité-là que j'avais pas avant. C'est super important quand tu as des machines virtuelles qui roulent une base de données relationnelle comme SQL Server. T'as besoin du throughput au niveau de tes disques. Définitivement. Oui. Puis Azure, on n'a pas encore parlé, mais Azure a un moteur d'orchestration. Azure a Azure Automation qui me permet d'écrire des scripts puis de mettre une cédule, dire à 8 heures le soir, là, je veux que tu prennes toutes mes machines virtuelles puis que tu ramènes à une grosseur plus petite. Je veux payer moins cher. Parce que tu sais que tes clients, ils sont couchés. C'est ça. Pourquoi tu paierais pour 24 heures sur 24 pour offrir la même offre? C'est ça. Quand ta clientèle, puis tu peux automatiser en fonction de, l'Amérique du Nord tombe la nuit, je réduis l'Amérique du Nord, mais l'Europe, eux autres, je les monte parce que les autres sont maintenant dans le jour, puis je fais rouler finalement. Ça, c'est des processus, là, pour partir de l'automation, des batchs. T'as Azure Batch aussi, là, qui va faire ça. Mais pour bouger des données ou pour cruncher des données aussi, tu vas avoir Azure Factory. Tantôt, quand tu sais, si on reste déjà dans le monde data, c'est plus un service pour déplacer des données, mais Azure Factory. Mais juste pour finir sur l'automation, là,
Ça veut aussi dire que dans le même processus que je rétrécis la grosseur de ma machine virtuelle, je peux dire aussi que j'ai pas besoin d'avoir un disque SSD pendant cette période-là. Puis je paye encore moins cher. Je paye moins cher Donc, pour mon juste stockage. en automatisant, tu peux peut-être réussir à enlever, surtout si tu as beaucoup de charges, tu peux enlever des milliers de dollars à la fin du mois que tu payes plus. Là, tout à fait. Puis c'est la même chose avec les autres services qu'on a mentionnés. DocumentDB, je peux payer séparément le compute du stockage. Donc là, je peux continuer à mettre du stockage, mais je réduis ma capacité de compute. Donc là, je paye moins cher, puis j'en remets quand j'en ai besoin. C'est la même chose avec Data Warehouse. Où est-ce que mon data il est là, mais mon compute encore, je peux jouer avec. Ça, c'est la beauté d'une plateforme. Mais là, je vous écoute, je sais pas, on a peut-être qu'on a au moins couvert 80% de toute l'offre, ou peut-être vous allez me dire un peu plus, peut-être 90% de ce qu'il y a comme offre aujourd'hui, en 2017, du côté d'Azure. Moi, mettons, je suis un auditeur. Là, je vous écoute, puis je dis, hey, on a à reconnaître ça, ces gars-là. J'aimerais ça, moi, devenir aussi à maîtriser la plateforme Azure. Je m'y prends comment? Parce que ça a l'air comme d'une espèce de monstre avec plusieurs tentacules. C'est-à-dire, il existe un chemin pour dire, bon, je veux vraiment la maîtriser? Parce que c'est sûr que il y a un chemin classique qui a dit, utiliser des experts, ils vont vous guider. Mais maîtriser l'aspect qu'on a discuté ce soir. Mettons que les gens diraient, moi, j'aimerais ça devenir comme un Frank Boucher ou devenir comme Alexandre, puis vraiment connaître ça, là, Azure. Tu sais quoi, on va sur le site d'Azure, on lit, puis on se documente, on expérimente avec la plateforme. Mais t'as plusieurs choses que tu peux faire. Tu peux venir, tu peux continuer d'écouter le podcast. Ouais. Je fais de la pub, les gars, c'est bon, hein? On commence par ça, source numéro 1, podcast. Il y a des groupes peu importe où tu te trouves, il y a sûrement des groupes dans la communauté. Après ça, t'as le Virtual Academy, où tu vas avoir des formations. C'est gratuit. Sinon, là, t'as des sites payants, là, comme Pluralsight, tout ça, où tu peux vraiment avoir des formations. Oui. Je pense qu'il est important, là, c'est en entreprise, c'est de faire des preuves, des proof of concept. Fait que là, on parle de DocumentDB, on parle de table storage. Faites un test pour voir si le NoSQL ça fonctionne dans le cas de votre projet, de votre application. Essayez Table Storage, essayez DocumentDB, comparez les performances et tout ça. Ce qui est fun avec d'être dans le cloud, c'est que c'est facile souvent à avoir notre instance, à pouvoir la tester à grand volume, parce qu'il faut pas oublier, tantôt je parlais que j'ai fait des preuves de concept, puis ça fonctionnait très bien à petite échelle. Là, c'est quand je me suis mis à mettre de la vraie donnée dedans, que là, j'ai fait oups. Mais avec le cloud, avec Azure, c'est ça qui nous permet de dire, OK, là, je grossis gros pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, là, le temps que ça me prend à faire un test qui fait du sens pour mon type de données d'application. Puis là, OK, après, je détruis tout, j'efface tout, puis j'arrête de payer. Ouais, puis en entreprise, la plupart des développeurs vont avoir une licence MSDN qui contient des crédits. Mais souvent, en entreprise, dans la moyenne que la grande entreprise, là, il y a personne qui touche à ces crédits-là parce que le monde ne savent pas, le manager le sait pas, le gestionnaire sait pas comment aller chercher tout ça. Renseignez-vous, vous avez des heures gratuites là, inclus dans la licence. Là. Ça sert à ça, à faire un crédit là, selon ta licence MSDN, je pense qu'on parle autour de $200 par mois. Ouais, c'est renouvelable, donc à chaque mois, c'est un nouveau bonus. Oui, puis la chose qui est intéressante, comme Guy, tu dis, on cherche une place pour travailler, pour faire des tests, puis depuis tantôt, on dit, si on oublie des choses, ou si on fait pas attention, ça peut nous coûter cher. Ça fait peur, ça, comme scénario. On veut pas le vivre, puis c'est plate, mais il y en a beaucoup d'entre nous qui l'ont vécu. On a un service qui s'appelle Dev Test Labs. C'est un service qui nous fait une bulle dans laquelle je peux dire, voici un budget, je veux que mon environnement soit actif de telle heure à telle heure. Donc là, je commence à vraiment contrôler les coûts de mon expérience. Ça me permet aussi d'aller rajouter des différents services, que ce soit PaaS ou IaaS, puis de monter ce petit environnement-là pour des développeurs ou d'autres personnes dans mon entreprise pour se faire la main sans détruire une carte de crédit ou détruire un compte corporatif parce qu'on a oublié de fermer des services ou encore de les détruire quand on a fini notre expérience, parce que je peux mettre une date d'expiration
sur l'environnement. Donc déjà là, ça l'aide beaucoup. Puis aussi je parlais des comptes MSDN, tout ça, il y a moyen de dire on capte là, on dépasse ça m'est pas. arrivé à plusieurs reprises, moi en fait, parce que évidemment je vais gruger chaque miette que j'ai dans mon compte MSDN. Puis qu'est-ce qui arrive à la fin, c'est que ton compte est à zéro. Est à zéro, fait qu'il arrête ta subscription, fait que ça l'arrête. Il dit, OK, quand est-ce qu'il a redonné mon début de mois? Dans 3 jours. C'est ça. Exactement. On va faire autre chose. Mais on parle de budget avec les Cloud Solution Providers, les CSP, les revendeurs d'Azure. Il y a aussi moyen d'avoir cette notion-là de budget pour des comptes entreprises. Mm-hmm. Donc, même quand t'es en production, tu veux avoir certains barèmes, il y a moyen de mettre en place ces budgets-là. Mais là, je suis un peu curieux. Tu dis un Cloud Solution Provider. Puis finalement, vous offrez pas, vous faites pas juste revendre du cloud. Vous allez créer la solution, ou en tout cas une solution pour le client en fonction de ses besoins. Vous allez faire cette analyse-là. C'est un système de partenaires qui focus sur le cloud, là. Un peu comme avant, il y avait des partenaires qui faisaient des applications. Avant, il y avait ça des distributeurs. Ouais. Il y avait ça des Cloud Solution Providers. On te revend le cloud. Puis, c'est sûr que si tu as besoin de service professionnel, là, on est là pour t'aider. Ouais. Donc, que ce soit pour développer, configurer du support, name it. Dans le fond, c'est le provider va faire son offre, puis évidemment, va le proposer à tous ses clients. Ouais. Puis là, c'est ça. Mais ce que je voulais juste dire, c'est qu'il y avait le système de budget, qui est une sécurité qui existe, même au niveau corp. Là, quand t'es plus en dev test, c'était ça le point. OK. Au niveau, on a vraiment fait le tour de beaucoup de différents aspects du data, je pense, aujourd'hui. Mm-hmm. Faut pas oublier non plus toute la sécurité. Il y a de l'encryption, il y a de l'audit. Il y a vraiment plusieurs différentes facettes. Autant au niveau de sécuriser un secret, une connection string, un mot de passe. C'est toutes des choses qui sont intéressantes à creuser puis à apprendre au niveau de la plateforme. Tantôt, on parlait de comment on fait pour apprendre la plateforme, comment on fait pour connaître chacun des petits morceaux. Je dirais qu'il y a autant de sources publiques comme Channel 9 et tout autres qui sont super valables. Il y a des livres qui sont encore gratuits sur l'Internet, des e-books qui valent vraiment la peine, qui donnent une perspective d'architecture, une perspective de solution. Moi, j'ai utilisé ça dans le temps pour être capable d'accélérer mon apprentissage parce que ça me faisait toucher à plein de différents services. Fait que même si la plateforme, elle évolue très vite, les livres ont encore vraiment tous les scénarios, les façons de penser, les façons d'approche pour le cloud qui sont intéressantes. Il y a aussi les patterns qui sont importants à connaître. Mais si vous êtes comme moi, puis je suis rendu au point où est-ce que le soir, là, j'ai pas le goût de regarder mon écran d'ordinateur pour lire. Soit que je vais prendre mon Kindle ou je vais prendre un vieux highlighter puis du papier puis je vais m'amuser. Un des features qui, moi, m'a accroché dernièrement dans le site, c'est que je suis capable d'aller dans une section pour un service puis dire « Donne-moi le PDF ». Ça va m'imprimer un PDF avec toutes les sections de documentation. Mm-hmm. Je peux prendre les sections que moi je veux prendre pour apprendre puis creuser plus rapidement. J'imprime juste ce que j'ai besoin en basse définition. Avec un bon highlighter puis une bonne bière le soir, ça va vite. Ça l'aide à aller chercher peut-être le petit morceau qui nous manque ou la petite chose. Peut-être parce que tu passes toutes tes journées devant un ordinateur que tu veux du papier parce que pas tout le temps la réalité de tout le monde. Là. C'est vrai. Ben écoutez, fort intéressant. Je vais me coucher un peu moins niaiseux ce soir. Mario, au début on a dit ça va peut-être être plus mêlant que d'autres choses. Est-ce que t'es plus mêlé là qu'au début? Non, c'est sûr que moi ça m'a permis d'avoir un meilleur système de classification dans ma tête. Ouais. J'espère que pour nos auditeurs aussi là. Ben c'est toujours la réponse, ça dépend. Il y a pas de réponse miracle ici. François, je sais que toi t'as fait un mind map où est-ce que tu avais essayé de classifier. On peut peut-être la partager avec nos auditeurs. Oui, on va essayer de finir ça un petit peu parce que c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'informations à mettre dans une seule image, mais oui. Puis on pourra le publier avec le podcast, donc ça permettra d'avoir un document papier, comme dirait Alexandre. J'ai mis des points de référence sur les principales sources. Génial. Ben, nous, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs. On va vous revoir au mois d'avril avec le printemps.
C'est optimiste. C'est optimiste, on est au Québec. Ouais. Donc, bonne programmation. Au revoir. Bye bye.